Bonjour à tous, moi je m'appelle Antoine Niquet, je suis interne militaire à l'hôpital national d'instruction des armées de Percy. J'ai été supervisé par ce travail par le médecin Audrey Balzan ici présent. Et mon stage s'intitule Garot-Garot, qui c'est juste. En préambule, je voulais rappeler, on est en 2025, ça fait 10 ans qu'on a connu les attentats de 2015. Et on s'est aperçu qu'il y a un changement de pratique depuis ces attentats de 2015. Premièrement, sur ces attentats de 2015, on a eu un grand nombre de blessés hémorragiques ou par traumatisme balistique ou par explosion, avec un certain nombre de blessés qui ont dû être traités du coup par garrot tourniquet pour ceux qui en avaient, ou alors par compression au nerf de la main. Ce changement de pratique, du coup, c'est une analyse téléphonique où sur 91 SAMU qui ont répondu à l'appel en France, on s'est rendu compte que maintenant il y avait des garrots disponibles dans 90 de ces centres, contre 27 auparavant avant les attentats, et un protocole de choc hémorragique dans 73 centres, contre 45 centres avant les attentats. Donc on a vraiment un changement de pratique, un changement de matériel et une mise en place de ce matériel de plus en plus fréquent. Les lésions qu'on a retrouvées le 13 novembre 2015, si on exclut toutes les lésions vasculaires thoraciques et qu'on garde les lésions vasculaires non thoraciques, les NTVT, on a identifié 20 patients sur les 351 blessés parisiens. Il y en a un seul sur les 20 qui arrive avec un garrot hémostatique sur son service de chirurgie. Et à gauche, je vous ai mis du coup les lésions qu'on a retrouvées, donc beaucoup de lésions qui pourraient être fatales, dont 6 de l'artère brachiale, artère fémorale, artère poplitée, artère tibia, etc. Toutes ces lésions sont périphériques et sont garrotables. Épidémiologie, le traumatisme, on sait que c'est la première cause de décès des patients de 15 à 49 ans. Deuxième chose intéressante à remarquer, c'est que sur cette traumatologie, il y a 25% de mortalité évitable, et 90% de cette mortalité évitable est attribuée à l'hémorragie. Donc je vous ai représenté ici en bas là, les causes de mortalité évitable. 90% des patients identifiés dans cette cohorte, c'est une cohorte militaire, sont liés à l'hémorragie. Environ 10% liés à une obstruction des voies aériennes supérieures et 1% liés à un pneumothorax compressif. À droite, le camembert, c'est la précision anatomique des hémorragies létales évitables. On a environ 13,5% qui sont des hémorragies des extrémités, qui sont facilement évitables et facilement traitables immédiatement. On sait que l'hémorragie, on a une cinétique de mortalité précoce, et donc là c'est le graphique qui est en haut à droite, avec le pourcentage de morts au combat selon le temps passé. On se rend compte que dans les moins de 5 minutes, on perd plus de 70% des patients, principalement liés à une hémorragie sur ces cas-là, et qu'après il y en a qui décèdent au fur et à mesure du temps dans la prise en charge, que ce soit immédiatement avant la prise en charge médicale ou au fur et à mesure à l'hôpital. On sait que le traumatisme et l'hémorragie, c'est une course contre la montre. On a le concept de la golden hour civile, qu'il faut traiter tous les patients de traumatisme dans l'heure, et dans le contexte militaire, on a même resserré ça avec les 10 minutes de platine, parce qu'on se rend compte que vraiment la majorité des patients qu'on peut sauver sont dans ces 10 minutes-là. Il faut qu'ils aient un contact rapide avec un soignant. Maintenant, j'en viens à mon premier cas clinique. J'aurai 2 cas cliniques sur ce topo. Donc là, on a un homme d'environ 20 ans, aucun antécédent médico-chirurgical, en bonne santé, qui présente à 14h30 le week-end un monotraumatisme balistique par fusil de chasse. Il présente immédiatement un saignement de cuisse gauche qui est très très abondant, avec la mise en place d'un garrot de fortune immédiatement par les premiers secours. Pas les premiers secours, pardon, par ses camarades de chasse. Je vais du coup aborder qu'est-ce qu'un garrot de fortune et est-ce que ça fonctionne. Le garrot de fortune, qu'est-ce que c'est? C'est un garrot qui sert à arrêter un saignement, artériel ou veineux. Ça ne nécessite pas de matériel spécifique. C'est un garrot qui est accessible, qui est utilisé depuis très longtemps. C'est moins efficace qu'un garrot commercial dans les études que j'ai en source en dessous, notamment parce qu'on a une compression qui est moins forte et qui est inégale. C'est un garrot qui est également un petit peu plus long à mettre en place, quand le temps est précieux. Donc on a dit, on a vraiment 10 minutes, moins de 10 minutes pour sauver ces personnes-là. Le temps est très précieux, il est significativement plus long à mettre en place. C'est une solution d'attente ou d'extrême urgence qui est enseignée au PSC1. Donc en bas à gauche, je vous ai représenté un garrot de fortune qui est réalisé avec une couverture survie et un mousqueton, donc réalisable par des grimpeurs, n'importe qui aurait ce matériel sur lui. Il s'est avéré que c'est efficace pour arrêter complètement le saignement dans 50% des cas dans cette étude. 50% des autres patients, c'est une diminution du débit de saignement.
Au milieu, c'est un patient accueilli dans un centre médico-chirurgical militaire en opération extérieure avec des garrots de fortune. On peut voir avec des bandages et des sticks de bois, des bâtons de bois. Et à droite, c'est la méthode pour le garrot de fortune, donc tel qu'enseigné dans le TSC1. Donc c'est un nœud avec un foulard ou un matériel un petit peu lâche, un tissu. Sur ce nœud, on vient rajouter quelque chose de rigide, donc plutôt un bâton. Ça peut être des ciseaux, un mousqueton, ce qu'on a. Et puis on vient tourner ce bâton pour venir resserrer et faire le tourniquet sur le bandage. Donc, je reviens sur notre cas clinique. Le SMUR, pendant que je parlais, est arrivé sur les lieux, 14h38, en SMUR très rapide. On a une persistance du saignement qui se situe au tiers proximal de la cuisse gauche, donc un garrot qui est inefficace. Les premières constantes, c'est une fréquence cardiaque à 100. Il est discrètement hypotendu, 90 sur 63, MOQ 13 grammes par décilitre, Glasgow 15. Deuxième garrot qui est posé immédiatement par le SMUR, 5 cm sous le premier garrot, 2 pansements compressifs, et puis réanimation médicale avec 2 VVP, expansion volémique, noradrénaline, hexacil, morphine, et vous recevez l'appel dans votre trauma center de ce patient qui vous est proposé par le SAMU. Qu'est-ce qui nous alerte là dans les premières constantes de ce patient? Donc moi je vais vous parler là, du choc, enfin des critères red flag du docteur Hamada. On en a 3 chez ce patient. On a un choc index supérieur à 1, donc une fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique, une hémoglobine inférieure ou égale à 13 grammes par décilitre, elle est à 13, j'ai mis tout sur cette diapositive, une pression artérielle moyenne qui est inférieure à 70 mm de mercure à la prise en charge. Donc, nous, on active le protocole de transfusion massive et ce patient sera inclus dans le groupe sans totale haute déleucocité qui est actuellement à l'étude à Percy. Le patient est transféré, héliporté chez nous, il arrive un peu plus instable et il commence neurologiquement à s'enfoncer, Glasgow 13, il est de plus en plus tachycarde, hypotendu mais sous noradrénaline 0,5 mg/h, hémoglobine à 8,6 après l'expansion volémique. Et dans le déchocage, il présente un saignement persistant qui motive la mise en place d'un 3e garrot tourniquet beaucoup plus haut, la racine de cuisse et l'ablation des 2 autres garrots. Rien sur la phase échographie, radio de thorax et de bassin, un coup de test qui est négatif, et puis il passe au bloc opératoire d'emblée sans scanner pour un pontage artériel et une aponévrectomie de décharge sur ce garrot. On notera que la prise en charge, là, ça a duré un peu plus de 2 heures entre le passage au bloc opératoire et le traumatisme, ce qui a motivé du coup son passage au bloc opératoire d'emblée. Je disais transfusion par STOT, plio, calcium, fibrinogène hexacil, augmentin, Janta et vaccination. C'est un patient dont l'évolution est favorable et qui permet sa sortie de réanimation à J3 avec un support transfusionnel, une rhabdomyolyse assez modérée, une fermeture des aponévrectomies sur plusieurs jours. Si je reviens sur l'histoire du garrot, dans l'Antiquité, médecine gréco-romaine, on a les premières traces de garrot. Les chirurgiens l'utilisaient pour l'amputation au XVIIe siècle, donc c'était amputation du fait de guerre, utilisation du garrot pour réduire les saignements. Guerre civile américaine, il y a des garrots de fortune qui sont distribués aux soldats, mais Première Guerre mondiale, en fait, sur l'élongation des temps de prise en charge avec les patients qui restent dans le no man's land longtemps avec un garrot mis en place, on se rend compte que tous les patients qui ont un garrot meurent. Donc il est recommandé dans cette citation que chaque médecin qui rencontre un garrot sur sa prise en charge l'enlève immédiatement et que celui qui a mis le garrot ne sait pas l'utiliser et ne sait pas arrêter un saignement. Donc on a un a priori déjà très négatif dès la Première Guerre mondiale. Les guerres mondiales, guerre de Corée, on a une utilisation très disparate des garrots, principalement des garrots pneumatiques, pas de garrots tourniquets commerciaux. Au Vietnam, on a des garrots de fortune également, des garrots faits avec du latex. Et en Irak et en Afghanistan, on a un début d'adoption des garrots. Donc là, je vais vous parler de l'Afghanistan. Est-ce que les garrots tactiques sont efficaces? Donc ça, c'est une étude de Crack, un militaire américain, qui en 2008 et en 2009 nous compare du coup une proportion de patients qui arrivent dans l'élément médico-chirurgical militaire avec ou sans garrot, et on se rend compte que tous les patients qui n'ont pas de garrot, donc c'est 5 patients dans cette étude, versus une vingtaine d'autres patients qui ont été appariés, qui ont exactement les mêmes caractéristiques, il n'y en a aucun qui survit dans ceux qui arrivent sans garrot. Donc ça c'est la courbe ici, J0, tous morts, alors que ceux qui ont un garrot, près de 80% survivent.
La deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut mettre le garrot précocement ou non? La courbe qui plonge, c'est la courbe pour les patients qui étaient en choc hémorragique avant la mise en place du garrot. Et la deuxième courbe, c'est la courbe des patients des garrots qui ont été mis en place avant le choc hémorragique. Donc on a un bénéfice dans cette étude à la mise en place d'un garrot précoce et immédiat. L'autre chose qu'on peut noter, et on en reparlera un petit peu plus tard, c'est l'efficacité du tourniquet selon la région de membre. On se rend compte que c'est efficace ici, 92% des cas sur l'avant-bras, jusqu'à 100% des cas sur la jambe. Les compartiments à deux os dont on parle parfois avant-bras et jambes sont autant efficaces que les compartiments à un seul os. Et puis les morbidités, c'est une des premières études qui nous parle un petit peu de morbidité de ces garrots. Des cas d'amputation de fasciotomie, mais qui peuvent être liés autant au traumatisme et à l'hémorragie qu'au tourniquet, et puis le reste assez peu significatif. Les exemples de garrots tactiques, donc là je vous ai mis 3 garrots tactiques fréquemment rencontrés. Le premier c'est le softy, c'est le softy, voilà, c'est celui qu'on utilisait dans les armées jusqu'à présent. Le deuxième, le garrot Corben, le nouveau garrot des armées françaises, et le troisième en bas, le North American Rescue, ça c'est celui qu'utilisent les Américains depuis très longtemps. Pour vous présenter ce garrot rapidement, donc il est constitué d'une sangle, il y a un petit matériel un petit peu plus rigide sur lequel se situe la tige métallique, un dispositif de serrage, un dispositif de maintien et puis des dispositifs de maintien de la boucle de serrage, de la tige. On y revient après. Autre exemple de garrot qu'on peut rencontrer, nous on connaît les garrots chirurgico-pneumatiques en haut à droite. Donc ça c'est les garrots qu'on a au bloc opératoire qui peuvent être insufflés à la pression choisie. On a, nous dans les armées, le garrot à gauche, également le garrot pneumatique Delphi, très efficace. Sa mixté qui ressemble un petit peu aux ceintures pelviennes qu'on connaît. Le RMT que j'aime bien, qui fonctionne à cliquer un petit peu comme les chaussures de ski. Il vient se resserrer très très facilement, il est utilisable par quelqu'un qui ne maîtriserait pas l'art du garrot. Et puis moi je vous propose, dans les autres exemples de garrot, la sonde, enfin si jamais vraiment c'est la panique et que vous avez rien sous la main, la sonde de Foley avec quelque chose de rigide comme une Young Cover, et c'est très facile de serrer cette sonde de Foley. J'ai déjà l'utilisé une fois et c'était très efficace. Si j'en viens aux recommandations SPAR et CFMU sur la prise en charge des patients présentant un traumatisme sévère de membre, ils préconisent une mise en place d'un garrot en cas d'hémorragie active de membre et d'inefficace compression directe, d'une amputation, de corps étranger au sein de plaie hémorragique, absence de cours radial, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec critères hémodynamiques, de multiples lésions, d'actions simultanées à mener, ça paraît libérer un soignant, et il est également probablement recommandé, enfin dans ces cas-là, il est probablement recommandé de passer un garrot, c'est beaucoup de plus. Ils évoquent également la nécessité de réévaluation de ces garrots. Donc en cas de pose de garrot, il faudrait évaluer dès que possible 3 choses: l'efficacité, l'utilité et sa localisation sur le membre. On y reviendra, mais c'est immédiat. Dès la prise en charge hospitalière, on s'assure déjà qu'on a arrêté le saignement et que ce garrot soit utile et qu'on ne puisse pas le remplacer par un autre dispositif d'hémostase. Le bon usage du garrot tactique, là c'est tel qu'évoqué dans nos recommandations à nous, c'est tout saignement de membre et dans le moindre doute. Le seul geste qui est réalisable sous le feu ennemi, parce que comme on a vu, on a vraiment un temps très très court de prise en charge, et puis la localisation que nous on choisit, c'est initialement à la racine du membre, bien sûr au-dessus de l'hémorragie, en évitant les articulations, qu'on peut avoir du mal à comprimer, à même la peau, si techniquement possible, ne pas recouvrir, laisser à la vue en tout temps, et par le blessé en première intention, ou par n'importe quel témoin ou sauveteur en deuxième intention. Donc nous, on se forme à les utiliser sur nous-mêmes et puis à les mettre sur quelqu'un. La manipulation, je vais vous la montrer. Est-ce que tu peux m'aider? Donc la première chose à faire, c'est d'enfiler ce garrot. Donc, on la met à la racine du membre, également sans vêtements, ça met ça à la caméra. On va venir serrer, d'accord, ce dispositif de serrage. C'est vraiment très très important que ce soit bien serré parce que c'est ça qui va faciliter après la mise en place. Ensuite, on vient tourner, d'accord, notre tige métallique jusqu'à arrêter le saignement. Donc l'efficacité, c'est l'arrêt du saignement. Ça peut être très douloureux. Et on va sécuriser ce dispositif dans le petit triangle de maintien et puis sécuriser le dispositif pour éviter qu'il se desserre. Il ne faut pas oublier de faire une antalgie avec ça, parce que ça peut être très très douloureux et puis ça peut être très mal toléré par le patient. L'autre chose très importante à ne pas oublier quand on met en place un garrot, c'est de noter l'heure. On peut noter l'heure à 2 endroits, on peut noter l'heure ici, en
peut noter l'heure sur la languette, et puis on note également l'heure sur la fiche médicale de l'avant ou la fiche bilan sur le SAMU, et puis on peut le mettre sur la tête du patient en évitant le front, parce que c'est un endroit qui on a beaucoup de sueur, mais c'est important quand le patient il arrive après au centre médico-chirurgical, on sache depuis quand il mise garrot. Comment est-ce que nous on l'intègre dans nos pratiques? Je ne vais pas vous refaire tout le safe march Ryan, mais nous on l'intègre assez rapidement. Dès que la menace est levée, on vient mettre dans le Massive Bleeding Control, donc dans notre premier temps, qui correspond dans l'XABCDE à l'exsanguination, le premier temps d'évaluation de notre patient, et c'est là qu'on va mettre en place notre garrot compressif et les autres moyens d'hémostase. Deux, trois petites informations sur le garrot tactique. Est-ce qu'il y a un sens dans lequel le mettre? Donc le sens dans lequel je l'ai tiré initialement, la languette, est-ce que je le mets vers moi, est-ce que je le mets de l'autre côté? C'est étudié dans une étude, c'est non pertinent, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, gaucher ou droitier, il n'y a aucune différence. Donc on le met comme il vient, on ne réfléchit pas avant de le mettre. Idéalement, on le met sur un compartiment qui comporte encore un os. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre sur un compartiment à deux os. Quand je dis ça, ça veut dire qu'un traumatisme avec une perte de matériel assez important, par exemple sur le fémur, si on a une perte de la distalité du fémur, on vient plutôt le mettre haut sur le fémur que là où il n'y a pas d'os. Ça comprimera un peu plus efficacement. Sur les enfants, les garrots tactiques adultes sont utilisables des 3 à 5 mois. Nécessite un passage supplémentaire parce qu'il y a un peu plus de toits à faire et des fois c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a des matériels également adaptés, la DSPP dispose des garrots tourniquets qu'on a dit précédemment. Est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage? Je n'ai pas réussi à trouver de courbe d'apprentissage très claire. Dans les études, ils disent que ça dépend des métriques utilisées, si on veut parler de l'arrêt du saignement, si on veut parler du temps à la mise en place. Ce qu'on remarque assez nettement, c'est que l'expérience favorise la performance. À partir de 3 à 5 utilisations de garrot, on maîtrise de mieux en mieux le délai de pause et la qualité d'occlusion du vaisseau. Et on se rend compte également que la familiarité avec un type de modèle facilite l'usage de tous les autres modèles. Donc maîtriser celui-là nous permet de maîtriser le garrot américain sans souci. Une étude française s'intéresse à la nécessité d'acquérir ses connaissances sur le garrot, en rafraîchissant tous les 6 mois en mission. Il retrouve que ça pourrait être bénéfique, mais CNS ne se sur une assez petite cohorte. Deuxième étude sur l'efficacité du garrot. Là maintenant, on est à plus 10 ans l'utilisation du garrot en Irak et en Afghanistan par le colonel Krag et ses homologues. On se rend compte qu'on a une utilisation du garrot de plus en plus importante. 13% d'utilisation du garrot sur tous les blessés initialement à 32%, donc on a plus que doublé l'utilisation du garrot, mais sur un nombre d'événements qui a fait x20 presque. Et on se rend compte que ces patients qui sont de plus en plus graves, donc si on regarde la courbe d'ISS donc de Injury Severity Scale, elle est de plus en plus grave et ces patients survivent. Il y a de moins en moins de KIA, donc de morts à l'action, il y a de moins en moins de morts par événement. Et dans cette étude, ils retrouvent que la diminution de la mortalité imputable à une association dans ces 10 années de prise en charge entre le garrot tactique, la transfusion précoce et le transport rapide diminue de 44% la mortalité. Et imputable uniquement au garrot tourniquet, on a presque 16% de réduction de la mortalité. Donc le garrot est efficace. Deuxième cas clinique, deuxième patient militaire, militaire d'environ 20 ans sans antécédent médico-chirurgical, victime d'un traumatisme par explosion d'engin explosif. Il était lui-même passager de camion. C'est un patient qui a été projeté, blasté, brûlé, avec une amputation traumatique initiale. Il est à la prise en charge par ses camarades instable hémodynamiquement, pas de pouls radial, tachycarde. Il ne présente pas de défaillance neurologique, pas de défaillance au niveau des voies aériennes supérieures, de l'abdomen. Il est conscient et alerte. Il présente, comme je vous disais, une petite brûlure, mais 4% de la surface cutanée brûlée, deuxième degré. Ses camarades lui mettent immédiatement un garrot tourniquet, ceinture calienne, pansement compressif et immobilisation. Une perfusion intra-osseuse humérale. Il reçoit hexacyl augmentant expansion volumique. Début de transfusion par plasma lyophilisé, support vasopresseur par noradrénaline et il est évacué au rôle 2. Le rôle 2, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le centre médico-chirurgical dans lequel on va retrouver des chirurgiens sur le terrain et des anesthésistes qui permettent la prise en charge de ce patient. Il arrive avec un certain délai au rôle 2, H+3, donc évacuation médicale aérienne. Il bénéficie d'un damage control chirurgical et médical. Sur le bilan initial, fastégographie, radio du thorax, body TDL, il n'y a pas de saignement, pas de pneumothorax, pas de saignement intracrânien.
on retrouve uniquement ces deux choses, qui sont une fracture de l'os fémoral à droite et une amputation traumatique à gauche, là où il y a le garrot. Le patient il arrive en CIVD, pH 7, 20 de lactate presque, 10 d'hémoglobine. Au bloc opératoire, il bénéficie d'une régularisation de l'amputation, d'une fixation du fémur contralatéral et d'une amputation un petit peu plus basse du membre inférieur droit. Il est réanimé toujours support transfusionnel et puis il est rapatrié assez rapidement à la à Percy. Il arrive dans les 24 heures à Percy. Il bénéficie d'une poursuite de la réanimation médicale. On note une rhabdomyolyse majeure de ce patient dès son arrivée, avec près de 150 000 de CPK. Et assez rapidement, son évolution est défavorable. Il présente un syndrome de déférence multiviscérale qui conduit à son décès. Chez ce patient qui avait uniquement et apparemment des lésions de jambes, je vous rapporte les propos de sa compagne qui m'ont été rapportés par un des médecins de notre service, et il est mort alors qu'il n'avait que les jambes de blessé. Donc maintenant on va évoquer les risques du garrotactique. Dans cette revue systématique de la littérature sur des usages civils traumatiques, Dr Beaucreux, réanimatrice à Bégin, nous montre que sur 24 études civiles, de 3228 garrots jusqu'en 2017, on a des complications rapportées, mais qui sont seulement assez rares et assez peu rapportées dans les études. On retrouve de la rhabdomyolyse, de l'insuffisance rénale aiguë, des fasciotomies, paralysie nerveuse, des infections et des phimosis veineuses profondes. On a du mal à distinguer si ces complications sont imputables au garrot ou au traumatisme. Assez souvent, quand même, on peut retrouver le traumatisme comme cause de ces lésions. L'usage civil, donc, retrouve l'usage civil est peu associé à une surmorbidité. Mais il faut voir dans quel délai, dans quel contexte c'est réalisé. Ce n'est pas toujours rapporté dans ces études, mais dans un usage civil, on a des délais assez courts de prise en charge médico-chirurgicale. Dans cette étude militaire réalisée dans la bande sahélienne entre 2015 et 2020, qui s'intéresse aux applications prolongées de garrotactique, l'objectif était l'analyse des complications suite à l'utilisation prolongée de garrotactique, donc plus de 3 heures. Ils arrivent avec un garrot sur le centre médico-chirurgical, donc c'est à peu près le patient qu'on vient de recevoir. Les raisons du maintien du garrot évoquées sont le choc hémorragique, les troubles de la conscience. Il y a beaucoup de patients traumatisés crâniens, un petit peu comme dans notre cas clinique. C'est un patient qui a été projeté, dont la tête a pu taper à un moment, et puis c'est surtout des blessés simultanés. Donc le contexte tactique ne permettait pas d'enlever ou de convertir ces garrots. Dans cette étude, ils remettent en question le placement proximal de tous les garrots non révisés, qui sont principalement, comme je disais, liés à des contraintes opérationnelles, techniques. Ça peut être des contraintes d'élongation et de difficulté d'évacuation. Et puis ils retrouvent que ce placement très proximal, même pour un saignement assez bas, comme en haut, on peut retrouver un syndrome compartimental de cuisse. Donc ça, c'est la première image que je vous montre, patient amputé des 2 membres inférieurs. Et puis on a une cuisse qui est vraiment très gonflée, avec un hématome qui commence déjà, une échymose qui commence déjà à apparaître. Ici, sur les images péropératoires, on se rend compte qu'on a des échymoses à l'endroit de la pose de garrot, et puis des muscles gonflés et indurés. La plupart de ces patients bénéficient de fasciotomie préventive. Je vous ai mis cette image parce qu'on se rend compte quand même de la prise en charge d'un blessé de guerre militaire avec, là il y a eu un premier garrot, un deuxième garrot, un troisième garrot, des pansements compressifs itératifs et une persistance du saignement. Cette étude, je la conclurai en disant que le garrotactique ne peut pas être le seul imputé dans les complications qu'on voit ici. Néanmoins, il faut qu'on garde en tête s'il y a une autre façon de faire vis-à-vis de ce garrotactique. Thibaut Martinez, animateur à Percy, a montré que la rhabdomyolyse sur une cohorte de 8592 patients issus de la traumabase, il y a un patient sur 2 qui présente une rhabdomyolyse, un patient sur 5 qui présente une rhabdomyolyse sévère, et puis dans l'analyse multivariée, on retrouve dans la population avec choc hémorragique, donc celle qui nous intéresse, une surmortalité si on a une présence de la rhabdomyolyse. Or, un garrot qui prive d'afflux artériel des muscles, notamment des muscles importants comme le quadriceps, on pense assez facilement, et c'est évoqué dans l'étude, que le garrot pourrait contribuer à ces rhabdomyolyses. Il nous paraît assez logique, du coup, de limiter le temps d'ischémie au maximum de ces patients par une réévaluation et une conversion du garrotactique lorsque c'est possible. Si je vous montre ce tableau, le tableau 4 de l'étude, on se rend compte que les multi-organ failure, les défaillances multiviscérales, on a significativement plus
Là, on a significativement plus de mortalité chez ces patients avec rhabdomyolyse sévère et principalement de défaillance multiviscérale. Se pose la question dans cette étude, le lien entre la défaillance multiviscérale et la rhabdomyolyse. Donc, si je vous évoque la conversion du garrot tourniquet, c'est évoqué, donc, comme je disais, un peu depuis la Première Guerre mondiale. Dès qu'on trouve un garrot, il faut se poser la question de son utilité, son efficacité, si on peut faire autrement. Dans cette citation, on nous dit que toute personne formée à poser un garrot doit également être formée à le convertir ou à le remplacer en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement, et que les indications appropriées d'utilisation du garrot, application et conversion et remplacement doivent être enseignées à tout le monde, membres de service et aux civils qui portent des garrots sur eux. Les raisons de convertir un garrot, on a vu, donc c'est la préservation du membre, la prévention des lésions d'ischémie-reperfusion, qui vont tuer notre malade à long terme, épargner la douleur et l'inconfort pro-léger, la prévention du syndrome d'éloge, des syndromes compartimentaux, peut-être de la rhabdomyolyse, mais il faut garder en tête, attention au lâchage du garrot. Un garrot en place plus de 2 heures va nécessairement entraîner une acidose, une coagulopathie, potentiellement une hypotension et peut induire une insuffisance rénale, entre autres liées à cette rhabdomyolyse. Donc les raisons de convertir un garrot, la bonne raison c'est potentiellement sauver le patient, comme je vous l'ai rappelé en bas, primum non nocere, on peut faire des actes de soins, mais le but c'est pas d'amener au décès du patient par la seule prise en charge chirurgicale, médicale avec le garrot. En contexte militaire, nous on précise que la conversion est possible si le contexte est maîtrisé, si on peut surveiller le patient, donc ce qui est généralement le cas en SMUR, si le membre n'est pas totalement amputé, absence d'état de choc, comme on a vu, état de choc et absence de garrot ne font pas bon ménage. Si le blessé est conscient, un délai de pause court et un délai d'accès à un chirurgien assez rapide. Les alternatives et les moyens de conversion, on a dit premièrement la compression manuelle. Si on peut comprimer, ça permet souvent d'arrêter les hémorragies. Les compresses hémostatiques, donc, qui sont représentées en bas à gauche, permettent une coagulation à l'intérieur des plaies. Il va bien falloir les bourrer dans la plaie et pas poser sur la plaie, et puis surtout les maintenir 5 minutes. Elle fonctionne avec une activation de la coagulation par de la poudre de chlore. Ensuite, on a les pansements compressifs qu'on peut mettre par-dessus ces compresses hémostatiques ou par-dessus la lésion. Je ne vais pas vous faire la démonstration faute de temps, mais c'est des dispositifs qui sont très très efficaces. On les appelle également pansements israéliens. Et le dernier moyen de conversion est finalement celui qu'on doit tous garder en tête, c'est le garrot pudistal. Donc c'est l'exemple que je vous ai mis ici. Patient qui a un premier garrot à la racine du membre, au contact avec des soignants, il y a un deuxième garrot qui va être posé. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place éventuellement une compresse hémostatique, puis le pansement compressif par-dessus, puis ce garrot distal, et puis lâcher le garrot le plus haut pour épargner du muscle et épargner du membre. Je vous ai rapporté ici, traduit en français, des mythes et des faits sur ces garrots tactiques. C'est des mythes assez anciens, que tous les garrots doivent être appliqués haut et serré. On vient de le voir, garrot et serré, c'est bien sous le feu, lorsque le contexte l'exige. En cas d'une hémorragie cataclysmique, ça nous fait gagner du temps, d'accord, mais ils ne doivent pas tous être haut et serré. Une fois le garrot appliqué, n'y touchez plus. C'est faux, un garrot doit être évalué par celui qui l'a posé, par tous les opérateurs qui vont prendre en charge ce patient pour son efficacité et sa position. Est-ce que seul un chirurgien doit retirer ou convertir le garrot? Non, un garrot doit être évalué et replacé et converti. Conclusion de ce stage junior, est-ce qu'il faut desserrer la vis sur le garrot hémostatique? Non, le garrot hémostatique sauve des vies, on l'a vu, c'est assez drastique. Est-ce qu'il faut se compliquer la tête avec des messages compliqués sur sa pose? Non, c'est des messages assez simples. On a revu pendant tout ce topo, il faut se former, s'entraîner et entraîner les autres, et garder à l'esprit, nous, en tant que soignants, primum non nocere, donc il y a des comorbidités associées à ce garrot, il faut réévaluer tous les garrots, les convertir pour ne pas nuire. J'ai terminé, merci de votre attention.